On va évidemment parler de Michel Barnier. Il a annoncé un gouvernement pour la semaine prochaine, mais d'abord, il fait la tournée des journées parlementaires. Hier, il était à Reims, où étaient réunies les troupes d'Édouard Philippe. On regarde ce reportage de Samia Dechir avec Cécile Sixou et Tam Tranuit. C'est une véritable lune de miel. Michel Barnier a rencontré hier les parlementaires d'Horizon. Réunis à Reims, les troupes d'Édouard Philippe l'ont accueilli à bras ouverts. J'ai été très touché par l'accueil que j'ai reçu de la présence d'Édouard Philippe avec les deux présidents de groupe et tous les sénateurs et les députés. Sincèrement, j'ai été très touché et même ému. Il y aura des membres d'Horizon dans votre prochain gouvernement ? Bien sûr. Comme Michel Barnier, Édouard Philippe vient de la droite. Les deux hommes sont sur la même ligne politique. Horizon est derrière le nouveau Premier ministre. Vous positionnez dans la majorité gouvernementale très clairement. Très clairement. On a quelqu'un qui est pro-européen, qui est attaché aux collectivités territoriales, qui considère que la sécurité et les sujets qui sont liés à l'immigration ne sont pas des fantasmes mais des attentes des Français et qui considère que d'un point de vue économique, on a une urgence budgétaire. Sur le plan du constat et de l'orientation, ça correspond très exactement à ce que nous, à Horizon, nous pensons. Un soutien total, sans condition ni ligne rouge, pas même sur l'idée d'un ministère de l'immigration, qui fait pourtant grincer des dents une partie des macronistes. C'est pas idiot de penser que l'immigration, comme la santé, l'éducation et tout, étant un sujet fondamental, peut bénéficier d'un ministère. Moi, ce que je compte, donc, c'est pas scandaleux. Michel Barnier pourrait nommer au moins 2 ministres issus des rangs d'Horizon. Il dévoilera le casting de son gouvernement la semaine prochaine. Voilà, on regarde la une de l'Union, c'est le journal local de Reims qui était sur ces journées parlementaires. Barnier, comme chez lui à Reims, ça veut tout dire, Tatiana Renard-Barzac, entre Michel Barnier et Édouard Philippe, c'est une affaire qui roule ? En tout cas, si on compare avec les autres camps, c'est sûr que là, on peut vraiment parler d'une lune de miel, en effet, ça se passe très bien. Il y aura a priori, sûrement, vous le direz tout à l'heure, plusieurs ministres issus des rangs d'Horizon au sein du gouvernement Barnier. Et c'est vrai que j'écoutais hier soir une interview chez nos confrères de BFM d'Édouard Philippe. Et c'est vrai que d'abord, il était tout à fait... Il chantait vraiment les louanges de Barnier. Il faut le dire, il disait que c'est un très bon choix. Il expliquait qu'ils étaient en effet sur la même longueur d'onde, avec cependant quelques nuances. Parce que j'ai quand même cru comprendre qu'il n'était pas tout à fait pour un ministère de l'immigration, Édouard Philippe. Voilà, il disait que en fait, c'était des ajustements, mais qu'il y avait des choses symboliques et d'autres qui étaient vraiment effectives, et le ministère de l'immigration en faisait partie. Il n'est pas pour un moratoire sur l'immigration non plus. Souvenez-vous, c'était l'une des propositions du candidat Michel Barnier lors de la primaire de la droite en 2021. Est-ce que ça sera à nouveau d'actualité ? On verra. Ça dépendra aussi évidemment de la coloration de son gouvernement, si j'ose dire. Mais a priori, ce sera plutôt à droite, cette coloration, on l'a bien compris aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Et quand on voit ce qui se passe dans les autres camps, si je peux en dire un mot 2 secondes, c'est vrai qu'on se dit par exemple qu'avec le MoDem, a priori, il n'y a pas non plus de raison qu'il n'y ait pas de ministre MoDem. Mais en revanche, LR jusqu'à présent avait mis des lignes rouges. Maintenant, il y a un feu vert. En revanche, on attend toujours de voir ce qui va se passer à gauche. A priori, ça devrait vraiment être un gouvernement Horizon, MoDem, Renaissance, avec quand même des lignes rouges là aussi émises par Gabriel Attal, pas vraiment de gauche. Mais c'est vrai qu'Édouard Philippe, là, joue plutôt une carte de l'apaisement. On rappelle quand même qu'il est candidat pour 2027, donc on verra aussi ce qui va se passer dans les échéances prochaines, parce qu'il joue aussi une carte importante. Est-ce que Michel Barnier pourra à un moment donné lui faire de l'ombre ou pas si son gouvernement tient ? Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, il y a aussi des relations qui sont très tendues entre Édouard Philippe et le président de la République, Emmanuel Macron. D'ailleurs, ils seront aujourd'hui au Havre pour fêter les 80 ans du débarquement, de la libération de la ville. Et donc, ça va être intéressant aussi de voir ce qui se passe entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. On sait que sa déclaration de candidature a beaucoup irrité le président de la République. Et donc, on va voir aussi ce qui se joue là, ce qui se trame. Et si la coloration du gouvernement de Michel Barnier est très Horizon, comment Emmanuel Macron va l'accepter, va le prendre, va le recevoir. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à analyser. Est-ce qu'il a tout intérêt, Édouard Philippe, à bien traiter Michel Barnier ? Et est-ce que ça fait partie du fait de tourner la page Macron, de s'entendre aussi bien avec Michel Barnier ? D'abord, il y a un élément, en effet, sur lequel on peut être tous d'accord, c'est que, finalement, la ligne politique de M. Barnier et la ligne politique de M. Philippe sont totalement homogènes, en l'occurrence, à quelques nuances près, vraisemblablement. Ensuite, si vous voulez, le Premier ministre, il doit s'appuyer finalement sur un étiage parlementaire sans majorité.
Parce que c'est ça la vraie nouveauté que l'on est en train de traverser, c'est que nous avons pour la première fois un Premier ministre sous la Ve République qui ne dispose pas du tout de majorité, même pas une majorité relative, enfin une majorité relative à 220, 225 parlementaires, ce qui quand même, je veux dire, est très fragile. Donc il faut en effet qu'il soigne l'ensemble des groupes qui constituent cette coalition entre LR et ce que l'on appelle le bloc central. Dans le bloc central, vous avez aujourd'hui des nuances qui se sont très nettement manifestés. Du côté d'Horizon, clairement, on soutient Barnier, ça a été rappelé par Christophe Béchu, parce que tout simplement, on considère qu'on a le même système de valeurs, on est européen, on considère que le rôle des collectivités locales est essentiel. Sur la question migratoire, il peut y avoir des nuances, mais globalement, on est quand même pour un contrôle et une maîtrise assez ferme des flux migratoires. D'ailleurs, je crois que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a demandé encore hier ou avant-hier l'abrogation de l'accord franco-algérien, donc ce qui était aussi, je crois, plus ou moins, malgré tout, une proposition de Michel Barnier également. Donc là-dessus, il y a, j'allais dire, une convergence qui ne pose pas problème. Après, le problème de Michel Barnier, au-delà d'Horizon, c'est de traiter les autres groupes. Alors, on peut considérer qu'avec le MoDem, ça devrait plutôt bien se passer, parce que la coloration européenne de Barnier fait que, quelque part, entre le MoDem et Michel Barnier, il ne devrait pas y avoir trop de, j'allais dire, de friction. Le vrai sujet pour aujourd'hui, le nouveau Premier ministre, c'est comment il traite le groupe Ensemble, qui est quand même le groupe arithmétiquement le plus nombreux à l'Assemblée nationale, être censé le soutenir. On voit que du côté... C'est le groupe Ensemble pour la République que préside Gabriel Attal. 97 parlementaires depuis 24 heures, parce qu'il y en a 2 qui sont partis chez Horizon, je crois. Mais c'est un vrai sujet, parce que si vous voulez, quel est le problème de Barnier? Le problème de Barnier, c'est de montrer qu'il a entendu le message des électeurs. Et que le message des électeurs, il y a au moins un message qui est très clair, c'est que la majorité sortante a été défaite. Donc il faut que, quelque part, il donne des signes de changement, voire de rupture par rapport aux 7 années que nous avons vécues. Mais il ne peut pas faire sans les héritiers du macronisme. Et les héritiers historiques du macronisme, où on les retrouve principalement quand même, c'est du côté d'Ensemble. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui relève de la chirurgie fine dans ce que doit faire Michel Barnier. Sans compter qu'il est, ça c'est un autre point important quand même, toujours sous la menace et très exposé en raison du Rassemblement national qui, pour l'instant, fait preuve d'une neutralité que je ne qualifierais pas de bienveillante, mais d'une neutralité qui lui permet peut-être, en effet, d'éviter une motion de censure couperée immédiatement. Donc, il a tout intérêt, en effet, à renforcer à l'intérieur de sa coalition les groupes avec lesquels, je veux dire, il peut vraiment compter. Quant à Édouard Philippe, si vous voulez, et Michel Barnier, là où il peut y avoir, en effet, peut-être à un moment donné, une ligne, j'allais dire, de divergence, c'est dans l'anticipation du calendrier politique. Parce que, clairement, Michel Barnier, il s'installe, il va essayer de durer. C'est son objectif et c'est vraisemblablement sa volonté. Mais durer avec, encore une fois, un étiage parlementaire comme le sien, ça va être compliqué. Quand même, la déclaration d'Édouard Philippe, malgré tout, enfonce un coin dans la stabilité du calendrier. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration? C'est que, ça a été d'ailleurs interprété par la plupart des commentateurs et des acteurs politiques, c'est qu'il anticipe potentiellement une accélération du calendrier politique. C'est-à-dire, il considère que l'expérience que l'on est en train de tenter est une expérience qui peut s'achever à tout moment et entraîner une accélération de l'agenda politique. La difficulté, si vous voulez, encore une fois, pour Michel Barnier, c'est qu'il doit s'appuyer sur un groupe central, qui est un groupe central qui plus est en train de s'autonomiser très fortement du président de la République. C'est-à-dire que le président de la République n'a plus véritablement de moyens de contrainte sur ce groupe central. On le voit bien, les déclarations de M. Attal le démontrent quasiment tous les jours. Donc ça, c'est, j'allais dire, un élément de tension supplémentaire dans le système qui est en train de se mettre en place. Moi, je voulais réagir par rapport... Vous avez dit plein de choses passionnantes et 2 choses sur lesquelles je voudrais rebondir. D'abord, sur le fond, c'est vrai qu'il y a évidemment des convergences très importantes. Cela dit, avec des nuances qui se retrouvent non seulement au sein d'Horizon, mais encore plus au sein d'Ensemble. Je pense notamment à l'immigration. Souvenez-vous, le candidat Michel Barnier parlait d'un moratoire sur l'immigration de 3 à 5 ans. C'est pas du tout aujourd'hui la ligne, évidemment, d'Édouard Philippe. Ça l'est encore moins, me semble-t-il, de députés avec qui j'ai pu échanger au sein du groupe macroniste Ensemble. Deuxième chose, l'AME, la suppression de l'AME, pas question.
pour Édouard Philippe. Voilà, l'aide médicale d'État, pas question non plus. Pour lui, c'est l'ordre du symbole, mais en tout cas, et ça peut même poser un problème structurel quant aux finances, aux dépenses publiques. Et d'ailleurs, c'est ce que montrait un rapport à ce sujet très intéressant qui montrait qu'en fait, c'était plus en fait un maintien dans la clandestinité en fait qu'un appel d'air migratoire. C'était le rapport Stefanini-Evin. Et puis troisième chose, il y a aussi la question de l'Europe, parce que le candidat Barnier, souvenez-vous, avait eu une petite tonalité un peu eurosceptique, si j'ose dire, en parlant même d'un bouclier constitutionnel pour protéger nos frontières. Et donc ça aussi, ça risque de ne pas passer. Pour se protéger des décisions de la Cour de justice européenne. Exactement. Et il y avait beaucoup surpris par rapport à son tout le monde, parce que c'était vraiment un europhile convaincu. Donc ça va quand même être des choses intéressantes à analyser, à observer. Et puis deuxième chose, moi je discutais donc avec des députés qui étaient aux journées parlementaires avec la rencontre de Michel Barnier d'Ensemble, de Renaissance. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup me disaient, en fait, d'abord, il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas du tout Michel Barnier. Et donc, c'était plutôt une agréable surprise, m'ont-ils dit, parce que c'était un format très convivial. Et donc, ils découvraient une personnalité qui est vraiment venue, comme dans son allocution sur le perron de Matignon, dans une envie d'écoute, de co-construction. Et donc, ça a été très bien reçu. Avec, cela dit, deux interrogations. La réforme des retraites. Certains me disaient, en fait, chez nous, il y en a qui ne seraient pas forcément mécontents qu'on remette l'ouvrage sur la table et qu'on redébatte de cette réforme. Et puis la loi immigration. Certains me disaient aussi, pour notamment l'aile gauche, ça n'a pas été bien vécu, c'est mal passé. Et donc peut-être aussi que ça pourrait être une occasion de rediscuter. Donc vous voyez, il y a en fait, de façon programmatique, il y a aussi des choses intéressantes. Mais justement, tout à l'heure, vous nous disiez, Michel Barnier, il va avoir du mal à convaincre la gauche. A priori, ce sera un gouvernement droit de bloc central. Est-ce qu'il va aussi avoir du mal, et ça va être plus une difficulté pour lui, à convaincre l'aile gauche de la Macronie et du groupe de Gabriel Attal? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on risque de voir, une sorte de détachement, si j'ose dire, dans les semaines peut-être qui viennent, dans les mois à venir, de cette aile gauche qui s'est quand même déjà un peu autonomisée, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un morcellement aujourd'hui de ce bloc macroniste au sein de vraiment de la majorité présidentielle. Donc j'enlève Horizon et Modem, parce que la loi immigration est passée par là, notamment. La réforme des retraites aussi, et certains ont très mal vécu qu'il y ait des propositions assez dures à leur sens, ça c'est la première chose. Et puis deuxièmement, le sentiment aussi qu'il y avait une verticalité du pouvoir avec ces 49-3 à foison, et ça a été très mal vécu par l'aile gauche. Et donc cette aile gauche, elle aurait souhaité évidemment que Bernard Cazeneuve soit à Matignon, à œuvrer en ce sens. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais peut-être aussi parce que la gauche, on peut le dire, clairement, n'a pas du tout aidé à cela. Enfin, il faut dire quand même que Olivier Faure a joué contre son propre camp. Certains aussi reprochent à François Hollande de ne pas avoir soutenu ouvertement, officiellement Bernard Cazeneuve. Et donc c'est vrai que l'aile gauche, là, peut avoir quelques atermoiements. En fait, tout va dépendre de la coloration. On va être clair. Si demain arrive au gouvernement un Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, et qui a des propositions assez dures, très à droite, évidemment que pour l'aile gauche, ça risque d'être compliqué, et on verra ce qui va se passer, et peut-être qu'il risque d'avoir un détachement encore plus important. Est-ce que du coup, pour poursuivre ce que dit Tatiana, Arnaud, la nomination de Michel Barnier, elle peut contribuer à l'implosion de Renaissance du parti présidentiel avec un Stéphane Séjourné, qui est le chef de ce parti, qui est étrangement silencieux dans cette période? Alors oui, parce que si vous voulez, enfin c'est possible, tout est possible. On rentre dans une situation qui est finalement... si on fait un peu d'histoire, assez proche de ce qu'on connaissait sous la 4e République, c'est-à-dire avec des... J'ose même pas parler de majorité, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de majorité, avec, si vous voulez, des coalitions parlementaires qui vont être extrêmement exposées au moindre soubresaut des circonstances et des mouvements d'humeur aussi de l'opinion publique, parce qu'il faut aussi compter avec cela. Je crois que c'est important. La réalité, c'est que beaucoup de parlementaires, notamment d'ensemble, qui ont été réélus, considèrent qu'ils ont d'abord été réélus sur leur talon propre cette fois-ci. Parce que, in fine, c'est pas la marque Macron qui leur a permis l'élection, comme c'était le cas en 2017, un peu moins d'ailleurs en 2022. C'est véritablement le fait que, bon, ils étaient certainement parfois mieux implantés, puis ils ont bénéficié aussi, il faut jamais l'oublier, du front républicain qui a permis leur élection. Donc ça aussi, ça rentre en compte vraisemblablement dans leur anticipation de l'avenir. Après, moi, l'aile gauche, si vous voulez, de la Macronie, je ne sais pas trop ce que c'est quantitativement.
C'est bien le problème. Oui, on a souvent dit que c'était autour de Sacha Houlié. Au final, il a quitté. Il est non inscrit. Il est seul aujourd'hui à ce stade. Donc, il a essayé de peser. Alors, on voit qu'il y a c'est vrai qu'il y a des voix discordantes. Monsieur Lescure a dit que, par exemple, en effet, il y avait des lignes rouges sur l'immigration, notamment sur l'aide médicale d'État, entre autres. Le problème de Michel Barnier, c'est que quand même, il est aussi tenu, encore une fois, par le positionnement du Rassemblement national. Parce que si aujourd'hui le Rassemblement national, encore une fois, fait preuve d'une forme de neutralité par rapport à Michel Barnier, ça lui permet au moins déjà de démarrer son expérience gouvernementale. Et il a été quand même aussi désigné parce que le président de la République a clairement compris que le Rassemblement national ne s'associerait pas à une motion de censure de nouveau Front populaire, ce qui explique sa nomination. Ensuite, il va être obligé de tenir compte aussi, j'allais dire, au-delà du résultat de l'élection législative, enfin de la composition du Parlement, j'allais dire des rapports de force sociopolitiques dans le pays. Clairement, quand même, l'élection législative a montré que le barycentre du pays était plutôt à droite, et même parfois très à droite, sur un certain nombre de sujets. Donc, il est clair que, par exemple, sur la question de l'immigration, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, au regard des priorités des Français, le poids de ce qu'on appelle l'aile gauche du groupe Ensemble pèse véritablement dans, j'allais dire, la politique que pourra mettre en place éventuellement le Premier ministre, même s'il devra faire avec, parce que arithmétiquement, il ne peut pas faire autrement que faire avec au Parlement. C'est toute la difficulté, en fait, je veux dire, de l'exercice de Michel Barnier. On est véritablement en train de rentrer dans une séquence où il va falloir, j'allais dire, apprendre à marcher, et apprendre à marcher, encore une fois, avec, j'allais dire, des conditions parlementaires qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas optimales. Et avec cette équation compliquée, je vous redonne la parole, Tatiana, avec cette équation compliquée, Michel Barnier il doit composer un gouvernement. Quentin, et il s'est engagé à le nommer la semaine prochaine, c'est ce qu'il a dit hier à Reims. Oui, mais on le voit depuis le départ, depuis sa nomination la semaine dernière, c'est un sujet, cet équilibre à trouver au sein du gouvernement. Il l'avait dit dès le lendemain de sa nomination aux 20h de TF1, ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite souhaitant ouvrir la table, je cite, à tous ceux qui le voudront, y compris à gauche, Oriane. Mais certains ministres sortants se verraient rempiler et continuer au gouvernement. Oui, on parle par exemple de Rachida Dati, ministre de la Culture, Gérald Darmanin, mais alors non pas au ministère de l'Intérieur, mais aux Affaires étrangères, ou encore Sébastien Lecornu, qui se verrait bien rester au ministère des Armées, vous les voyez sur cette animation. Et donc ça ne vous aura pas échappé, ces ministres viennent des rangs des LR originellement. On se dit donc qu'ils sont particulièrement à l'aise avec un Premier ministre de droite. À l'Éducation nationale, Nicole Belloubet souhaitait continuer son travail. Elle plaide en faveur d'une forme de stabilité à ce ministère. Mais déjà, une autre figure de droite, Annie Genevard, a fait acte de candidature pour ce poste. Elle l'a dit hier sur Sud Radio. La difficulté, c'est d'ouvrir au centre et à la gauche. Voilà, c'est ce qu'on a dit depuis le début, effectivement. Michel Barnier, il l'a dit aussi aux députés du groupe Ensemble pour la République, j'ai besoin de vous, et le président de la République a besoin de vous. C'est ce qu'il a dit mardi à Rosny-sur-Seine. Mais on voit donc que certains députés du bloc central sont sceptiques, vous le disiez, sur une participation à un gouvernement trop marqué à droite. Donc on a un exemple concret, Ludovic Mendes, qui est député Ensemble pour la République de la Moselle. Il a ainsi dit qu'il ne voulait pas, par exemple, une personnalité comme Bruno Retailleau à l'intérieur. Et donc on voit qu'il y a un casse-tête où ces équilibres de chacun vont être sous-pesés avec la plus grande minutie au sein de l'équipe gouvernementale. Oui, compliqué parce qu'il peut y avoir des vétos sur des noms, ce qui rend encore plus compliqué la tâche, évidemment, pour Michel Barnier, Tatiana. Certains noms, en effet, sont assez marqués, si je veux dire, de façon programmatique. Et donc, en effet, pour certains membres du bloc central, ça peut être rédhibitoire dans certains cas. C'est vrai, en plus, qu'il faut bien dire, il y a quand même une partie des députés Renaissance qui sont très en colère, qui en veulent énormément à Emmanuel Macron. De la décision de dissoudre. Mais bien sûr, et qui ont le sentiment de repartir, de devoir remettre les mains dans le cambouis, qui, du coup, apprécient quand même pas mal Gabriel Attal parce qu'ils considèrent qu'il a pas mal mouillé la chemise pendant la campagne, qu'il les a soutenus. Certains d'ailleurs ont été réélus grâce à Gabriel Attal, grâce à son implication dans la campagne. Mais c'est vrai que, de façon anecdotique, moi, j'ai dû quand même effacer une grande partie, rajouter anciens députés dans une grande partie de mon carnet d'adresse, c'est vrai. Et donc, on se rend compte, ça a quand même été la débandade, il faut bien dire, au sein de ce camp macroniste lors de ces législatives. Et donc, il y a non seulement des lois qui sont passées par là et qui n'ont pas plu, je parle de la loi immigration, la réforme
réforme des retraites, certains ne l'ont pas non plus digérée parce qu'ils considéraient... Certains, encore une fois, ne veulent pas son abrogation, mais aimeraient des réajustements, aimeraient qu'on revoie certaines conditions. Et puis, en effet, il y a aussi des alliances qui ne leur plaisent pas. C'est-à-dire que certains considèrent que ce gouvernement ne doit pas être de droite. Je rebondis quand même sur ce que vous disiez. Il y a quand même eu un barrage républicain, mais il y a quand même eu, au final, des résultats qui ont montré que le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et pourquoi ? Parce que les gens n'ont quand même pas souhaité l'accession au pouvoir du RN, il faut quand même le dire. Et donc c'est vrai que pour beaucoup de Français aujourd'hui, moi je comprends leur inquiétude, leur étonnement, même leur désarroi, le sentiment qu'en fait ce gouvernement aujourd'hui a été quand même quelque part fabriqué grâce au RN et dépendant quelque part en fait, et dans les mains du RN. Et donc je comprends que pour certains électeurs, ça soit absolument insupportable à vivre et incompréhensible. À la fois, pardon, j'ai fait du en même temps, à la fois, la gauche, d'abord, aucun pour l'instant ne souhaite rentrer au gouvernement, il faut bien le dire, hein, c'est chou blanc, c'est-à-dire que Michel Barnier n'arrive pas, il a beau expliquer que Matignon a des coups de fil avec certaines personnalités pour devenir ministre au sein de ce gouvernement à gauche. Sincèrement, on ne voit pas qui pourrait y rentrer. On en a vu déjà beaucoup qui ont d'emblée fermé la porte. Je pense à Carole Delga, je pense à Jérôme Guedj, je pense à Nicolas Maillard-Rossignol, à Hélène Geoffroy, enfin tous ceux qui étaient en dissidence avec la direction du PS, Laurence Tubiana. Il y en a vraiment beaucoup qui ont déjà dit non. D'autres qui se portent volontairement candidats, je pense à Manuel Valls ou Ségolène Royal, qui quand même est assez souvent candidate, il faut bien le dire, pour des nouveaux gouvernements. Ouais. Mais cela dit, on ne voit pas trop quelle personnalité de gauche pourrait rentrer aujourd'hui. Michel Barnier ne rencontrera pas ni Olivier Faure, ni Boris Vallaud, qui n'ont même pas souhaité le rencontrer. Il rencontrera mardi prochain Fabien Roussel et André Chassaigne. Les communistes. Les communistes. Il me semble que pour l'instant, il n'y a pas eu de rendez-vous pris avec la présidente des écolos, Marine Tondelier. Voilà, je lui envoie un petit message, mais je n'ai pas eu de réponse à ce sujet, donc je pense que quand il y a silence, c'est qu'il y a malaise. Et donc voilà, donc il me semble, et puis on ne parle même pas évidemment de la France insoumise, Manuel Bompard a fermé la porte d'emblée. Donc c'est vrai qu'en fait, là, on ne voit pas une coalition gauche sans droit, on voit vraiment une coexistence exigeante, droite et centre-droit. Centre-gauche, pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer. Ah non. Enfin, de toute façon, aller chercher des personnalités de gauche, ça va être extrêmement compliqué, sauf des personnalités de gauche qui n'appartiennent à aucune formation politique et qui, dans la galaxie de la gauche, occupent une position assez marginale. Donc, on peut considérer que de ce point de vue-là, en effet, on a plutôt une composition d'un futur gouvernement qui sera quand même très nettement coloré au moins à droite, voire enfin plutôt au centre-droit, mais en tout cas, c'est le barycentre du gouvernement qui est en train de manifestement de se constituer. Après, je voudrais rebondir sur la frustration. On peut comprendre la frustration, en effet, des électeurs du nouveau Front populaire. Le problème, c'est qu'il y a une réalité quand même. La réalité, c'est que 197 députés, ça ne fait pas une majorité. Ça, c'est quand même une réalité. Alors, on peut évidemment s'interroger sur la stratégie du président de la République, qui a été la stratégie d'écarter, en fait, a priori, cette possibilité-là. À la limite, il aurait pu très bien faire ce que faisaient par exemple les présidents de la 4e, décider de désigner un président du Conseil, un Premier ministre potentiel, et à charge de ce Premier ministre potentiel, venant du nouveau Front populaire, d'essayer de passer l'obstacle de la motion de censure. Ça a été une erreur de l'écarter. Ça donne du grain à moudre à la gauche. Non, parce que si vous voulez, moi je pense qu'il y a une comparaison qui est faite qui ne va pas. C'est-à-dire que la comparaison, elle est faite avec les modèles démocratiques des démocraties parlementaires européennes, où là vous avez en effet une élection à un tour, et dans cette élection à un tour, les électeurs, finalement, adhèrent de manière très explicite à un programme. Là, si vous voulez, ce qui est venu brouiller, c'est qu'on est dans une élection à 2 tours, que la stratégie du Front républicain a fait que vous avez des électeurs de droite ou des électeurs macronistes qui ont fait barrage au Rassemblement national en votant pour des candidats du nouveau Front populaire, mais sans pour autant souhaiter que le nouveau Front populaire soit majoritaire dans le pays et adhère encore moins d'ailleurs au programme du nouveau Front populaire. D'ailleurs, ce qui a motivé la stratégie à l'époque, il faut s'en souvenir, de Gabriel Attal notamment, parce que c'est lui qui a poussé la stratégie du Front républicain, bien plus que le président de la République, vraisemblablement, c'est de considérer, de toute façon, le nouveau Front populaire n'a aucune chance d'être majoritaire. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, c'était un peu plus ambigu, parce que le nouveau Front populaire est sorti en tête en termes de sièges, du résultat de cette élection. Mais je pense que, si vous voulez, on ne peut pas comparer ce qui se passe dans des démocraties proches, voisines,
et ce qui s'est passé en France ce mois de juillet. Un dernier petit mot, Tatiana. Très rapidement, je pense qu'au-delà de l'erreur, c'est que je pense que ça montre, c'est une connotation du souhait du président de la République. Il ne voulait pas en fait de réelle cohabitation, c'est ça la réalité. Sinon, je vois pas pourquoi ça leur dérangeait de prendre Bernard Cazeneuve ou quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il préfère vraiment, pardon pour le terme, mais avoir un collaborateur qu'un cohabitant. D'où d'ailleurs la sémantique mise en place par l'Élysée de coexistence exigeante, etc. Cette sémantique quand même est intéressante. Et d'ailleurs, quand il y a un adjectif qui suit quand même un mot, en général, il vaut mieux s'attarder sur le deuxième mot. Donc l'adjectif exigeante, je pense que tout est là-dedans, plutôt que dans coexistence. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. Et puis deuxième chose, c'est vrai aussi que, cela dit, la gauche s'est tirée une balle dans le pied parce qu'en fait, c'était pour le PS l'occasion sincèrement inespérée de s'autonomiser, de prendre son indépendance, si j'ose dire, vis-à-vis de la France insoumise, et de montrer qu'au-delà du partage des circonscriptions, il y avait une existence propre. Et à la fois, ils savent pour beaucoup, que d'abord, beaucoup ont eu leur siège grâce aussi à la France insoumise, que la présidentielle arrive. Et donc, le PS n'a pas su s'autonomiser, et c'est quand même bien dommage, parce que là, ils avaient une carte à jouer. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On continue à parler de Michel Barnier. Il est à la une de la presse régionale. Quentin, on commence avec la visite de Michel Barnier. C'était aux journées parlementaires d'Horizon à Reims. Oui, c'est ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'Union à Reims, on va le revoir. Ce journal qui titre effectivement sur le nouveau Premier ministre Michel Barnier qui s'est assuré du soutien du parti d'Édouard Philippe pour former son gouvernement. C'est ce qu'écrit le titre. Sur la photo, on voit l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, le maire de Reims Arnaud Robidet ou encore celui d'Angers, le ministre démissionnaire Christophe Béchu. Dans les pages intérieures, on lit que Michel Barnier était en terrain conquis, on l'a dit tout à l'heure. Le gouvernement Barnier comptera donc assurément des élus Horizon, dit-on dans l'Union, qui se demande d'ailleurs, et ça c'est intéressant, si ce n'est pas le retour de l'UMP qui se dessine en ce moment. Un retour vers le futur, écrit l'Union, avec l'alliance entre gaullistes, libéraux et centristes. Je trouvais intéressant ce petit flashback comme ça. Je dirais même le RPR. Oui, ouais, voilà. Tout autre sujet à la une de la Provence qui s'interroge, qui sont les 50. Oui, on parle des viols de Mazan, la Provence qui dresse le portrait sur 6 pages des hommes qui comparaissent au procès. On les appelle les 50, ils sont maçons, jardiniers, journalistes, précaires, infirmiers, militaires, retraités, pompiers. Journal qui dresse leur portrait détaillé. Ils ont entre 26 et 73 ans. Dans les pages intérieures, on lit cette phrase. Ils n'ont pas de pathologie mentale. Pour la plupart, pas d'antécédents judiciaires. Leurs vies sont à la fois singulières et banales. La succession de leurs portraits et le récit des faits, elle glace le sang dans la Provence aujourd'hui. La Voix du Nord raconte l'inquiétude des victimes d'inondations face au retour de la pluie. Oui, les pluies et l'automne inquiètent les sinistrés. Des inondations ont touché le Nord et le Pas-de-Calais, on s'en souvient, en novembre 2023 et en janvier 2024. Il y a la crainte de revivre un épisode d'ampleur ces jours-ci. Certains habitants expliquent que si les inondations recommencent, ils quitteront leur maison même s'ils doivent perdre de l'argent, Oriane. On termine avec une info plus légère. Voilà, on va terminer avec quelque chose un peu plus léger. Michel Barnier... avec cette info plus légère, le Télégramme qui titre sur le bonheur, il est là. Il n'y a pas Michel Barnier. Selon un sondage, les Bretons sont heureux de vivre et de travailler dans leur région. Un bon accès aux services publics, de la solidarité, des liens sociaux et beaucoup de convivialité. C'est pour ça que ça fait dire qu'il faut organiser des fest-noz partout en France. Voilà, c'est une idée. On en reparle demain. On vous retrouve demain, évidemment, oui. Quentin. Merci beaucoup, Tatiana, d'avoir été avec nous. Merci Arnaud. La une de la revue politique et parlementaire, sport et politique. L'important, c'est de participer. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Huck pour Sens Public. Très bonne journée. À demain.